Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Lambert, je suis de l'IGN. Je m'occupe de la mission innovation et partenariat industriel à l'IGN, donc au sein de la direction de la stratégie. Et je viens vous parler d'IGN Fab et précisément de son prochain appel à projet consacré à l'agriculture, la forêt et la biodiversité. Alors, je vais commencer par vous parler rapidement du dispositif IGN Fab dans l'absolu. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord IGN Fab ? C'est un programme d'accélération ou d'incubation de projets innovants que l'IGN a mis en place en 2014. Le principe général, c'est que les projets sont portés par des startups, des TPE, des PME déjà créés, qui proposent des services numériques qui ont un rapport proche ou lointain avec la géolocalisation et la description des territoires, pour avoir un lien avec l'IGN, évidemment. Le principe général, c'est que l'IGN apporte un soutien au projet via du co-développement. Alors, ça peut être un co-développement un peu lourd, c'est-à-dire en mobilisant des développeurs informatiques chez nous, mais ça peut être aussi une assistance technique plus légère. On peut aussi définir IGN Fab par ce qu'il n'est pas. Donc, on n'est pas un incubateur d'entreprise, on n'est pas une pépinière, on ne fait pas d'hébergement permanent, on n'apporte pas de financement non plus. Mais par contre, on apporte à peu près tout le reste. On va le voir après. Et puis surtout, un principe qui était fondateur pour l'IGN quand il a mis en place IGN Fab, c'est qu'on doit faire avec l'écosystème existant. Et l'écosystème de l'appui à l'innovation, il est extrêmement foisonnant en France. Il y a toute une palanquée de pôles de compétitivité, d'incubateurs, de pépinières, justement, etc. Et on doit travailler avec ces structures-là. On ne va pas réinventer nous-mêmes ce qui existe déjà et ce que les autres font probablement mieux qu'on le ferait. Et on va apporter notre valeur ajoutée à nous, spécifique. Alors pourquoi l'IGN a mis en place IGN Fab ? Mais en fait, on a fait le constat d'abord que les PME, les TPE, quand elles veulent développer ce qu'on appelle ici des géoservices, donc en gros, ça veut dire des services numériques qui utilisent de la géographie quelque part, elles ont besoin évidemment d'accéder à des données fiables, elles ont besoin d'accéder à une expertise autour de ces données-là. Pour ça, on est assez bien placé. Elles ont besoin d'accéder à un marché. Nous, pour la partie, au moins pour la sphère publique, on peut aider ces entreprises-là à accéder à ce marché. Et puis enfin, elles ont besoin d'accéder à des financements pour l'investissement. On n'apporte pas de financement, je l'ai dit, mais par contre, on a des partenaires qui apportent ces financements-là ou qui vont chercher des financements auprès de structures ad hoc. Par ailleurs, il y avait une volonté très forte de l'IGN dans un contexte où on a besoin d'innover de plus en plus et de plus en plus vite. Il y avait un besoin d'aller chercher l'innovation à l'extérieur de nos murs. En gros, à l'IGN, il y a trois grands types d'innovation. Il y a de l'innovation technologique qui vient essentiellement de notre recherche. L'IGN a la chance de disposer d'une centaine de chercheurs environ. Il y a une innovation par les usages qu'on va aller plutôt chercher à l'extérieur et on pense que les startups, les TPE, les PME sont très bien placés pour apporter cette innovation-là. Et puis il y a un troisième type d'innovation un peu particulier qui est l'innovation méthodologique, organisationnelle. Comment on travaille mieux, notamment avec les partenaires publics. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Donc ça correspondait à ce besoin-là. Et puis d'autre part, il y avait un besoin d'aller des données vers les services. Donc historiquement, l'IGN est producteur de données, d'informations géographiques, autrefois de cartes, papier simplement. Depuis une trentaine d'années, c'est de l'information numérique. On a longtemps pensé qu'il suffisait de produire cette donnée-là pour que les services, les usages se développent et que les utilisateurs développent eux-mêmes ces services-là. Bon, il se trouve que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'il faut qu'on accompagne ce mouvement, et donc on s'est rendu compte de ça. L'IGN a lui-même développé quelques services plutôt de premier niveau, par exemple des calculs itinéraires, des isochrones, etc. Mais pour les services plus appliqués, les services liés à un métier avec une compétence particulière, on pense que ce sont des tiers qui doivent les développer, notamment les TPE, les PME, et on veut les accompagner dans le développement de ces services-là. Et donc, on va mettre en place des partenariats industriels pour cela. IGN Fab est un bon moyen pour développer ces partenariats-là. Alors, qu'est-ce que c'est l'offre d'IGN Fab ? Alors, ça va être une expertise technique pointue dans nos domaines de compétences. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être via un support de développeurs informatiques,
mais plus largement, c'est du conseil, de l'expertise dans nos métiers, de la formation éventuellement. Il y a un pilier important qui est évidemment la mise à disposition de nos données d'une façon très large et très simple, mais aussi de logiciels, notamment ceux issus de la recherche. Il y a une plateforme de développement spécifiquement mise en place pour IGN-FAB. Il y a du matériel spécifique parfois aussi qu'on peut mettre à disposition. Et puis, on a consacré un espace de 200 mètres carrés, donc un espace de coworking pour travailler ensemble avec les startups au projet qu'elles proposent. Et cet espace-là, il est dans nos locaux de Saint-Mandé, à côté de Paris. Le troisième axe de notre offre, qui s'est révélé finalement très important, c'est pas seulement notre expertise technique ou nos données, mais c'est finalement l'ouverture vers notre réseau. Donc c'est à la fois le réseau traditionnel de l'IGN qui est assez institutionnel globalement, mais c'est aussi les partenariats qu'on a mis en place spécifiquement pour IGN-FAB, donc partenariats avec toutes les structures d'appui à l'innovation, celles dont on parlait tout à l'heure, d'autres incubateurs, des pôles de compétitivité qui ont l'habitude à la fois de travailler avec des startups, des PME, et qui proposent un outil complémentaire, enfin des appuis complémentaires aux nôtres. Et ils font du renforcement managérial, ils font de l'aide à l'export, de la recherche de financement, de la recherche de locaux, etc. Des partenaires techniques, notamment des établissements publics, qui vont apporter une expertise technique complémentaire à la nôtre. On va chercher ces partenariats-là en fonction des thématiques des appels à projets, parce que oui, on recrute par des appels à projets. Et donc, vous verrez tout à l'heure, on a beaucoup de partenaires pour ce prochain appel, mais on a traditionnellement, eh bien, par exemple, Météo France, assez systématiquement, l'ADEME, en fonction des thématiques. Un autre point important, c'est que les startups, quand elles sont lauréates, elles peuvent ensuite, une fois qu'elles ont développé leur service, elles peuvent utiliser le réseau IGN, alors, y compris pour distribuer leurs services, le réseau qu'il soit physique ou virtuel. Et puis, le fait d'avoir travaillé avec nous, ça procure à leur service une sorte de label IGN, parce qu'on l'a développé ensemble et on a pu vérifier la qualité de ce service-là selon nos propres cahiers des charges. Comment intégrer IGN-FAB? Alors, ce sont donc des appels à projets qui sont organisés à peu près une fois par an, avec des critères qui sont, somme toute, assez classiques. Je l'ai déjà dit, il faut être une TPE ou une PME, donc c'est-à-dire avoir déjà déposé ses statuts. Quand on veut créer une start-up, on travaille avec la start-up une fois qu'elle a créé ses statuts. Il faut proposer un projet qui, évidemment, intéresse l'IGN, c'est-à-dire qu'on puisse aider la start-up à développer son projet. S'il n'y a aucun rapport avec nous, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on l'accompagne. Le projet doit s'inscrire dans au moins une des thématiques de l'appel. Donc, vous allez voir tout à l'heure, par exemple, là, pour cet appel, il y a 3 thématiques. Il faut qu'il soit relativement mature d'un point de vue technique. Parce que là, on est dans le temps court. Ce ne sont pas des projets de recherche sur 3 ans ou plus. Là, on est dans des périodes de 6 mois, 1 an, 18 mois maximum. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine maturité technologique. Il faut que ça soit faisable à assez court terme. Évidemment, le projet doit être innovant. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais l'innovation n'est pas forcément technologique en l'occurrence. Ça peut être en termes d'approche client ou de modèle économique ou d'autres formes d'innovation. Et puis, il doit avoir un potentiel économique. Alors, ça ne veut pas dire forcément que la start-up, la TPE, doit avoir complètement bouclé son business model, etc. Mais au moins avoir une idée assez précise de comment elle va pouvoir gagner de l'argent. L'idée, c'est pas que... Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas forcément pour gagner de l'argent, on ne le fait pas pour ça. Par contre, c'est un effort, ça représente un effort pour nous, pour l'IGN, et donc on va le faire que si le projet est viable à long terme. Si le projet est très chouette techniquement et qu'on voit qu'il y a 0 modèle économique, eh bien, on va pas aider la start-up en question. Donc, je vais vous parler maintenant du 5e appel à projet, donc, qui porte sur ces thématiques de l'agriculture, de la forêt et de la biodiversité. Alors, je vais présenter rapidement quelques enjeux de ces thématiques.
sachant qu'il y aura une description plus exhaustive dans le règlement de l'appel à projet qui sera publié le jour de lancement, donc le 24 septembre. Quelques enjeux sur l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, en France, comme en Europe et un peu partout dans le monde, elle doit répondre à de nombreux défis simultanément. Évidemment, elle doit nourrir la planète, c'est sa première fonction, avec une population qui croît à travers le monde, et en même temps tenir compte d'un certain nombre de contraintes. L'agriculture, elle doit être moins émettrice de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, en termes de changement climatique, c'est le point en bas. Donc, c'est à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre et c'est aussi s'adapter aux impacts du changement climatique. Sur des régions, pour des régions qui deviennent de plus en plus arides, il faudra éviter des cultures qui demandent beaucoup d'eau. Il y a des enjeux de valorisation de la biomasse agricole, donc la valorisation des déchets, par exemple. Des enjeux d'amélioration de la qualité nutritive, donc c'est les aspects environnementaux et sanitaires. Et il y a plein de choses qui apparaissent comme des contradictions. Il faut traiter tout cela. Pour la forêt, c'est encore pire en termes de multiplicité des défis à traiter. La forêt, ça sert à produire du bois, pour la construction, pour l'énergie, donc ça c'est des matériaux renouvelables. Ça stocke du carbone, donc là il y a un enjeu au climat, ça stocke du carbone. Pardon. La forêt, elle doit être capable de s'adapter là encore aux impacts du changement climatique. Elle a des fonctions en termes de prévention des risques naturels. C'est dans les zones qui sont largement déforestées qu'il y a le plus d'éboulements, par exemple. Donc ça peut avoir cette fonction-là. Elle a une fonction sociale et récréative. La forêt, c'est aussi pour se promener, par exemple. Elle a un impact sur l'eau, tant sur la qualité que sur la quantité. Et puis la forêt, évidemment, c'est un réservoir de biodiversité. La biodiversité, justement, là encore, beaucoup de défis. Vous avez entendu juste avant l'été que le plan biodiversité est sorti. Ce sont les axes majeurs du plan de biodiversité qui sont repris ici. Donc, avec, par exemple, la question de la reconquête de la biodiversité dans les territoires, le fait de développer, merci beaucoup, la nature en ville, de limiter la consommation des espaces naturels, donc toutes les questions d'artificialisation des sols. Pardon. Il y a des enjeux importants aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'artificialisation des sols et il y a des enjeux aujourd'hui d'arrêter cette artificialisation-là, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de terres agricoles ou de forêts, ou territoires ruraux d'une façon générale qui soient artificialisés. Parce qu'à chaque fois, ça veut dire des pertes sur la biodiversité, ça veut dire des transformations qui deviennent assez irréversibles. Il y a des questions sur l'économie, donc la construction d'une économie qui ait un faible impact sur la biodiversité. Et ce n'est pas seulement par des mesures de compensation qu'on y arrivera. Évidemment, bon, un des points les plus connus, c'est la protection des espèces en danger, et la lutte contre les espèces invasives. Et puis, il y a un enjeu encore, et pour finir, d'améliorer la connaissance et d'éducation, de formation des populations à différents niveaux en termes de biodiversité. Nous, notre credo, et d'ailleurs il est partagé par le ministère de l'Agriculture qui avait signé cette slide, c'est que le numérique, c'est une chance, une opportunité pour traiter tous ces défis multiples, pour les 3 thématiques que j'ai citées là. Et dans le numérique, on pense que l'information géographique, plus précisément, peut aider à relever ces défis. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple tout en bas, là, on est capable, avec nos bases de données, de localiser la biomasse forestière, la biomasse agricole, les déchets, parfois les bouts des stations d'épuration, et à partir de tout ça, on peut fabriquer de l'énergie, de l'engrais, etc. Il y a pas mal de systèmes d'information sur la biodiversité, par exemple. Voilà, je ne vais pas les citer tous parce que ça va être un petit peu long, mais
le numérique, les bases de données qu'on a à l'IGN, qu'ont nos partenaires, peuvent aider beaucoup à relever ces défis-là. Alors, quelques apports de l'IGN pour cet appel à projet. Je vais faire un focus sur quelques bases de données, notamment dont on dispose et qui peuvent aider les startups, les PME à développer des services sur ces thématiques de la forêt, de l'agriculture et de la biodiversité. Donc, par exemple, il y a toutes en termes d'image, toute la BD ortho, donc les orthophotographies du territoire national à différentes résolutions et à différentes périodes. Il y a aussi ce qu'on appelle la BD ortho historique. Donc, ça commence, si je me souviens bien, dans les années 50, et donc des prises de vue aériennes orthorectifiées qui sont disponibles à différentes époques. Donc, c'est très utile pour mesurer l'évolution, enfin, constater l'évolution d'un territoire, mesurer également ce qui se passe. On peut utiliser des images satellites. L'IGN a une mission particulière que lui a donné l'État français de production d'une couverture nationale annuelle à partir d'images satellites, Pléiades ou Spot. Ce qui permet d'être complémentaire des photographies aériennes qu'on produit. Il y a différentes bases de données vecteurs qui peuvent être très utiles, évidemment. Donc la BD topo, base de données topographiques, les bases d'occupation du sol à grande échelle, la BD forêt, qui, comme son nom l'indique, décrit les forêts de France sur l'ensemble du territoire. Le RPG, là, ce n'est pas explicité, c'est le registre parcellaire graphique. Donc, c'est la base de données qui est utilisée pour la politique agricole commune pour octroyer des subventions aux agriculteurs. Les limites pour les appellations d'origine contrôlée, les espèces protégées, etc. Tout ce qui est altimétrie, donc la partie altimétrique du référentiel à grande échelle, les modèles numériques de surface, les cartes de pente, le littoral qui est coproduit avec le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, différentes cartes scannées, l'inventaire forestier qui est un inventaire statistique à partir d'échantillons pris sur l'ensemble du territoire français, une base de données d'incendies de forêt avec des données historiques depuis 1992. À part les données, il y a toutes les ressources techniques. Par exemple, mon collègue Bruno Vallet, qui est dans la salle, a fait une présentation tout à l'heure sur la 3D. Il y a beaucoup de technologies 3D, enfin, de reconstruction photogrammétrique ou de navigation, telles que Micmac, iTunes, qui sont disponibles. Avant ça, des techniques de photogrammétrie, de positionnement. PPP, c'est positionnement ponctuel précis. D'accord, merci. Des solutions de traitement, y compris l'intelligence artificielle, plutôt sous forme de prototype aujourd'hui. Tout un tas d'infrastructures de diffusion de données et des outils associés. Donc, il y a le géoportail de l'État qui est opéré par l'IGN. Et donc la géoplateforme qui va lui succéder, qui est en construction actuellement. Alors, des outils qui sont assez intéressants, qui permettent de faire des comparaisons, soit multisources, soit multidates. À part ces données-là et ces technos-là, il y a d'une façon plus générale une expertise qu'on peut mettre à disposition sous différentes formes. Et puis, on envisage, enfin, on l'a déjà fait d'ailleurs, de monter des projets de R&D conjoints avec des startups lauréates. Et puis, il y a tous nos partenaires. Et donc, pour cet appel, on en a une vingtaine, donc 4 grandes catégories. Donc, il y a l'État qui nous a donné des informations sur les politiques et sur les enjeux, les problématiques qu'il faut traiter. Les collectivités, en l'occurrence, il y a la région Île-de-France qui va prêter son territoire pour faire des expérimentations. Je pense que c'est très utile pour une start-up, une fois qu'elle a développé un proto, de pouvoir le tester en vrai sur le terrain. Les structures d'appui à l'innovation et au développement, y compris à l'international, ça c'est une nouveauté pour cet appel. Donc des pôles de compétitivité comme Cap Digital et Vitagora. Des organismes nationaux comme French Tech Central, BPI France pour le financement, IGNFI pour du développement à l'international, et puis l'Agence française de développement également. Et puis donc la 4e catégorie, la plus densément peuplée, ce sont les partenaires métiers. Donc
tous les spécialistes de l'agriculture, de la forêt, de la biodiversité, les établissements publics, je pense qu'ils sont à peu près tous ici, sont partenaires. Alors, comment on fait concrètement pour intégrer HygièneFab? Avant l'appel, les échanges sont complètement libres avec l'équipe HygièneFab. Donc là, il y a une adresse email à laquelle je vous conseille de vous adresser. Vous avez une idée de projet, vous pouvez écrire un mail, vous pouvez ensuite on prendra un rendez-vous téléphonique où on se verra et vous discuterez librement et on verra après ce qu'il est possible de faire. Pendant l'appel, les discussions libres ne sont plus possibles, évidemment. Par contre, il y aura une FAQ qui sera publiée qui permettra de répondre d'une façon systématique. Ce qui vous sera demandé aux candidats, c'est de remplir un formulaire de saisie. Donc, c'est à peu près une quarantaine de champs à renseigner qui permettent de décrire le projet, ses besoins et les perspectives de retombées. Vous pouvez joindre un autre document si vous le souhaitez. Une fois que vous êtes sélectionné, comment ça fonctionne? Il y a une équipe projet mixte. Donc, la start-up vient avec sa propre équipe. On lui adjoint un chef de projet, quelqu'un chez nous qui va l'accompagner. D'un point de vue logistique, ça peut se passer chez nous. On a des locaux donc pour ça, avec nos moyens matériels logiciels. Mais ça peut être aussi ailleurs. Le plus souvent, c'est ailleurs parce que les gens ne veulent pas forcément venir à Paris. Et puis donc la durée initiale, donc il y a un système de jetons au départ, 3 mois, 6 mois, peut-être un petit peu plus, qu'on renouvelle pour une durée maximale de 18, parfois 24 mois. Le calendrier, donc le lancement officiel, c'est le 24 septembre. Juste après ça, il y aura un webinaire le 27. Vous aurez jusqu'au 26 octobre pour déposer vos candidatures. Entre-temps, il y aura un workshop à French Tech Central à la station F à Paris, le 9 octobre. Et puis, courant novembre, on procédera à la présélection et aux entretiens bilatéraux avec les présélectionnés qui présenteront leur projet devant le jury quelque part fin novembre. Et donc, il y aura une annonce des résultats des projets sélectionnés début décembre, dans la première quinzaine, pour une entrée dans HygièneFab en janvier 2019. Voilà globalement le calendrier. Je vous remercie de votre attention. Donc, je pense qu'on a encore un tout petit peu de temps pour les questions, si vous le souhaitez. Pas de questions? Oui, j'aurais dû le faire, mais j'ai oublié la slide. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Je vais vous citer par exemple, 5 minutes, très bien. Je vais vous citer par exemple In We Trust, qui est une startup qui propose un service pour évaluer du potentiel solaire pour les particuliers qui vont installer des panneaux sur leur toit. Il se trouve que, si je les cite eux, c'est que leur première expérimentation, en vrai, leur premier client, c'était avec Nantes Métropole. C'est juste en face, je crois, c'est ça. Et puis depuis, ils ont un service qui couvre la France entière et qui se développe pas mal. Ils sont une petite vingtaine aujourd'hui. Je vais vous citer le droniste Delair, qui qui a industrialisé une petite caméra développée par la recherche de l'IGN. Petite caméra avec des qualités photogrammétriques, donc ça veut dire qu'il ne déforme pas les images, et qui va équiper les drones produits par Delertech et puis d'autres drones. Je peux vous citer Open Forêt, par exemple, qui propose un système de mise en relation entre les exploitants forestiers et des petits propriétaires forestiers qui, le plus souvent, n'exploitent pas leur forêt. Et donc, voilà, l'outil est pour les exploitants qui, comme ça, peuvent identifier où est la ressource. Et puis, il y a des exemples un peu plus fun récemment, comme Knot, qui propose un système de trottinettes en libre service. On Tracks, qui met en place qui vient juste de faire une levée de fonds hier, et qui a développé un système de bracelet pour le running ou pour du VTT. Et voilà, le bracelet droit vibre quand il faut tourner à droite et inversement. LK Spatialis, qui fait une évaluation du potentiel foncier d'une ville. Voilà, il y en a une vingtaine en tout. Ils sont tous sur le site hygienefab.hygien.fr.
Pas d'autres questions? Oui. Alors, il y a des catégories définies par la Commission européenne ou par l'INSEE sur les PME. En pratique, c'est arrivé une fois qu'on accepte une ETI dont l'activité autour de la carto était très limitée. Et donc, dans ce cas, ça ressemblait un petit peu à une PME. Donc, le mieux, c'est que vous puissiez vous poser la question directement, enfin, par email, en expliquant un petit peu quelle est votre structure et puis en quoi consisterait votre projet. Il y a des exceptions qui peuvent s'expliquer. Après, très clairement, cet outil-là, il n'est pas fait pour travailler avec des grands groupes, parce qu'on fait des partenariats évidemment avec des grandes sociétés, mais ce n'est pas les mêmes modalités. Enfin, on ne va pas fournir un appui aux sociétés, on ne va pas les mettre en relation avec des financeurs, etc. Mais c'est d'autres modalités qui existent. D'autres questions ? Non ? Des candidats peut-être ? On vous dirai plus tard. Ok, écoutez, je vous remercie.